fais des bruitages, ça y est, je fais une machine à son humaine. Comment ça va les amis? J'ai besoin de vous encore plus que d'habitude. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que ça marche comme d'habitude ou pas? Est-ce que ça va le son d'abord? Mais attendez, vous êtes trop nombreux dans le chat là, ça va pas être possible. C'est- ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Le son est bon? L'image, ça va? Ouais. Bon bah voilà, c'est un peu foufou, mais il est 19h47, on est en direct sur le plateau du 20h de France 2. Alors, soyez pas surpris, parfois je vais parler un petit peu comme ça, un peu tout bas, parce que Laurent Delahousse va arriver dans un instant. Là, il va s'installer, il va faire les titres. Et alors, pourquoi je suis là? Bonne question. Pourquoi je suis là? Un petit peu faible le son, vous voulez que je le monte? Est-ce que ça va le son? Ou est-ce que vous voulez que je le monte? Dites-moi les amis. J'ai vu quelqu'un qui... ok, je vais le rapprocher, je vais monter un petit peu le son, voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais là? Parce qu'en fait, Laurent Delahousse, très gentiment, m'a invité dans 20h30 dimanche. Hein. Le son un peu faible? Je vais vous monter ça, moi. Attendez. Ouais, il est à fond, là. Il est à fond. Il est à fond. Il y a des petites interférences de son. Il y a plein d'électronique ici autour de moi. Voilà, donc voilà, là c'est mieux comme ça? Ok. Qu'est-ce que je fais là? Très gentiment, l'ami Laurent Delahousse m'a invité du 20h30 dimanche, hein, c'est la deuxième partie du journal, avec d'autres personnes d'ailleurs, il n'y aura pas que moi, pour parler notamment de stream, de Twitch, de tout ça, de cette belle aventure que je vis grâce à vous depuis... j'ai découvert cet univers il y a un an maintenant, presque un an. 11 mois, je crois, pour être précis, avec l'ami Étoile, que je remercierai jamais assez. Et puis il y a 2 mois, quasiment, un peu moins de 2 mois, j'ai lancé ma chaîne. Et quel kiff, quoi, tous les jours, notamment de vous lire les journaux. Et donc, Laurent Delahousse m'a invité ce soir dans le 20h de France 2. Donc, je me suis dit, allez, soyons fous jusqu'au bout et streamons. euh, en direct du plateau. Donc je me suis installé dans un petit coin et alors soyez pas surpris, parfois je parlerai un petit peu moins fort comme ça. Voilà. Je vous fais un petit tour du propriétaire ou pas? Alors, je vais prendre ma caméra, ça va être cool, et je vais vous montrer où je suis. Hop, voilà. Donc là j'ai un petit coin qui est à moi. Voilà, un petit coin corner ici. Et hop, 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 regardez là. Là vous avez le grand plateau du 20h de France 2. Ouais, c'est là que Laurent sera tout à l'heure. Voilà, il sera là Laurent. Voilà, il sera là. Tac. Voilà, là, vous voyez les coulisses là. Tout le monde en train de se préparer là, vous voyez. Là, tous les techniciens qui sont top à France 2 sont là. On est à 10 minutes de l'antenne, mais en général ça commence un petit peu avant, 17, hein, quelques minutes un petit peu avant. Voilà, je pense 57, 58. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire attendez. Oh là, c'est compliqué tout ça. Parce que là, j'ai pas du tout mes réglages habituels. Hein. Ouais. Bon, est-ce que je peux filmer l'entrée de Laurent Delahousse? Oui, bien sûr, on peut faire quelque chose comme ça. Mais alors, non, je suis pas stressé du tout. Merci pour la question. Non, je suis pas stressé du tout. Est-ce que tu croyais que le 20h était préenregistré un peu avant? Ah, c'est vachement intéressant en fait. Ben, c'est vrai que je crois que c'est un défaut de notre métier à la télévision. Et puis les journalistes, d'une façon générale, ben, on raconte pas trop comme on travaille. Hein, on n'est peut-être pas trop dans la pédagogie. Hein, petit jingle. Et c'est ah, on a les tests de son là. Et c'est dommage, parce que du coup, ça crée beaucoup de mystères, voire de malentendus sur notre façon de travailler. Alors, par exemple, le 20h, c'est toujours en direct. Hein. Le 20h, c'est toujours en direct. Le JT, c'est pas enregistré. Voilà pour répondre à ta question. Alors, je vais essayer de lire un maximum de questions, d'essayer de vous répondre, parce que, en fait, c'est pour ça que je suis là ce soir, c'est pour éventuellement répondre à vos questions sur comment fonctionne un JT, comment il est fabriqué. Voilà. Change le titre, du coup, non. Pourquoi il est comment le titre? Hein, le titre, il est pas bon? Euh, le, le- le titre. Il est bien mon titre, non? Dimanche 20h, stream depuis le plateau. Non, c'est bon, c'est ça. Hein, le titre est bon? Oui, bien sûr. Ouais. Bah, alors on est pas loin de 10 000. Là, je pense on va faire un truc intéressant, je crois. Qui choisit les sujets? Allez, je prends une question au vol. Qui choisit les sujets? Alors en fait, c'est très démocratique une rédaction. Moi, les rédactions où j'ai bossé, France 3, France 2, Europe 1, RFI, c'est beaucoup de discussions, beaucoup de débats. C'est-à-dire que chaque journaliste, c'est un peu comme chaque Français est un peu sélectionneur de l'équipe de France de football. Hein, vous voyez, ouais, mais il faut faire jouer machin et tout. Bon, bah nous, c'est un peu pareil. Chaque journaliste a une idée très précise de à quoi devrait ressembler le JT. Donc il y a un endroit qui est magique dans notre métier qui s'appelle la conférence de rédaction.
les conférences de rédaction, eh ben, c'est un petit peu tout le monde qui donne son avis sur l'actualité du jour. Tout le monde s'exprime, c'est très démocratique. Puis à un moment, il faut trancher, bien sûr. Donc il y a des rédacteurs en chef qui sont là pour trancher. Voilà. Mais il y a beaucoup d'échanges et puis parfois il y a beaucoup de, comment dire, de vie. Hein. On n'est pas toujours d'accord. Voilà. Donc c'est un grand moment d'échange. C'est là qu'on choisit, qu'on détermine le conducteur, c'est-à-dire les sujets qu'on va évoquer, dans quel ordre, quelle façon on va les traiter, reportage, plateau, explication, plateau, direct, etc. Voilà. Donc ça dépend des moyens qu'on a. Alors, oh, je vous montre quelque chose, là, regardez, c'est une petite caméra là sur, je sais pas si on dit Luma, enfin voilà, c'est au bout d'une grue pour faire avec l'opérateur qui est là, pour faire de jolies images. Là, on est vraiment dans les coulisses, hein, parce que pour l'instant le plateau dort un petit peu avant et je trouve intéressant de vous montrer ces coulisses. Voilà comment est fait le choix finalement des sujets. C'est beaucoup de discussions, on discute énormément entre nous, on n'est pas toujours d'accord d'ailleurs, hein. Et évidemment, il faut quelqu'un qui décide à la fin. Alors je regarde vos questions. C'est toujours les rédacteurs en chef qui ont le dernier mot. Ben, il faut que quelqu'un ait le dernier mot, sinon il n'y a pas de journal. Ainsi, si c'est la démocratie jusqu'au bout et que tout le monde n'est pas d'accord, ben, il n'y a pas de journal. Donc il faut quelqu'un pour trancher. Bon, en général, c'est le rédacteur en chef. Souvent, le présentateur est rédacteur en chef, ou co-rédacteur en chef. En tout cas, il a son mot à dire, hein. C'est la règle. Plus il a d'ancienneté et d'expérience, et plus il joue ce rôle important. Laurent Delahousse, je pense, comment dire, une influence très importante sur le conducteur, hein, parce qu'il a beaucoup d'expérience. Le secret du brushing de Lando, je ne sais pas, je ne lui demanderai pas ça. Combien de gens travaillent pour un JT? Voilà, c'est beaucoup. Vous avez des questions passionnantes. Beaucoup, beaucoup. Combien de personnes sur le plateau? Voilà, là, regarde, c'est parti. Je vous montre les couilles. Voilà, là, les gens commencent à arriver. Voilà, voilà. Donc là, vous avez l'entrée. Ah, Laurent vient d'arriver. Voilà, Laurent avec le masque noir. Voilà, je suis un commentateur de foot. Là, Laurent est avec le masque noir. On est en train de l'équiper en son, en fait. Hein, donc, on est en train de lui mettre un petit boîtier son, même deux, je pense, sur son pantalon. Derrière, il y a deux micros qui vont s'accrocher sur les pans de sa veste. Et puis une oreillette, bien sûr, pour qu'il puisse échanger. Salut Laurent, tu es en direct sur Twitch. Et alors Laurent parlait de OM PSG, il dit que ça peut déchaîner Twitch, il a pas tort. Tu fais pas de pronostic, Laurent? Il y a Laurent qui dit qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut jamais faire de pronostic. Il a raison. OM PSG en fait partie. Voilà, un petit coucou de Laurent. Voilà. Alors, vous l'entendez pas, bien sûr, parce qu'il n'a pas mon micro-casque, bien sûr. Donc, je demandais à Laurent s'il nous faisait un petit pronostic pour OM PSG ce soir. Il m'a répondu, il y a des sujets sur lesquels on fait jamais de pronostic. Voilà. Le son, il est au maximum, les amis, hein. Je ne suis pas dans ma configuration habituelle. C'est pas, vous avez vu mon micro habituel. Il y a pas mal d'interférences électriques ici. Toc. Je suis vraiment maximum, maximum, maximum. Ah, je peux peut-être essayer de booster un truc. Non, non, ça va pas marcher. Je suis à fond. Voilà. Je vais essayer de parler fort. Voilà. Les questions, je vous lis vos questions. Trop de beaux gosses sur ce plateau, c'est pas vrai. Mais c'est très sympa. Pour Laurent Delahousse, je valide, hein. Mais c'est gentil de m'associer à ça. Est-ce que le présentateur a une certaine liberté par rapport à son prompteur? Alors, question très intéressante. En France, c'est pas le cas aux États-Unis, par exemple. C'est le présentateur qui écrit son journal. C'est lui qui choisit ses mots. Alors qu'aux États-Unis, il y a une différenciation entre l'anchorman, celui qui représente, l'homme encre, anchorman, le présentateur, et les rédacteurs qui souvent écrivent ces textes. Alors le présentateur, c'est l'incarnation, mais souvent c'est pas lui qui est à l'origine de l'écriture. En France, un présentateur de JT, il écrit ses textes. Laurent, il écrit ses textes, donc il choisit ses mots. Et si effectivement il veut prendre un peu de liberté par rapport à son prompteur, par rapport à ce qu'il a écrit lui-même, c'est possible, évidemment. Voilà. Mais bon, on est dans un cadre d'une rédaction. Oui, d'accord, le présentateur, il ne fait pas n'importe quoi. Il s'inscrit dans un projet éditorial, dans des valeurs, dans des choix rédactionnels qui sont faits par une rédaction. Il est au service aussi de cette rédaction. C'est un travail d'équipe, le JT. Laurent, si je fais trop de bruit, tu me dis, hein. Bon, je demandais à Laurent si je faisais pas trop de bruit. On est à 1 minute 30 de l'antenne. Alors je vous explique ce qui va se passer. Donc Laurent, il va commencer son JT là. Regardez, je vous le montre. Il a pris sa place en position des titres. Là, il est en position titre là. Il s'apprête à faire les titres du JT puisqu'il est 56. Voilà, là on entend, ce que vous entendez, c'est la voix de la météo. Alors, Laurent va faire ses titres.
Et à un moment, vers 20h30, bah, Laurent il va m'inviter. Il va m'inviter pour discuter un peu de Twitch. Et j'essaierai, hop, on ira là, hop, toc, on ira là et je vous enverrai bah, le signal de France 2. Comme ça, vous pourrez. C'est malin. Oh là là, merci Étoile pour ta formation. Eh ben, je vous enverrai le signal de la 2. Voilà, il ne faudra juste pas que j'oublie de toc. Voilà, il ne faudra pas que j'oublie de vous mettre le son que j'ai coupé, je pense. Voilà, voilà, c'est ça que je cherchais. Hein. Je vous mettrai le son tout à l'heure. Voilà. Hein, donc, donc tout à l'heure, je vous enverrai ça tout à l'heure. Je vous enverrai ça tout à l'heure. D'ailleurs, on peut rester avec ça. D'ailleurs, voilà. Oui, d'ailleurs, c'est une bonne idée. Comme ça, vous allez voir Laurent. Là, il va faire les titres. Alors, il y a un petit décalage. Parce qu'en fait, il y a un petit décalage de quelques secondes entre le flux que je reçois à Internet France 2 et Laurent qui a déjà commencé ses titres. Regardez. C'est juste que je pense que le signal que je reçois de France 2 sur Internet, il est en retard par rapport à voilà, le délai. Quoi. Mais je pense que si vous allez sur la télé, là, sur votre télé à la maison, vous avez Laurent direct. Là. Je pense que c'est mon signal Internet. Hein, ça passe par plein de canaux. Ouais, je pense que vous l'avez. Si vous mettez votre télé, ça y est, vous voyez. Voilà. Si vous mettez votre télé, je pense que le délai est très très court en fait. Et là, c'est parce que ça passe par Internet. C'est souvent comme ça. Voilà. Là, je parle pas trop parce que Laurent est au début de son journal. Et je veux pas du tout le perturber. Quoi. Là, il fait son premier lancement. Voilà. Là, il est en train de lancer le premier sujet du journal, je pense. Premier reportage. Voilà. Voilà. Donc là, Laurent, hop, est allé s'installer à sa place de JT, qui va plus quitter normalement. Là, vous voyez Sarah, hein, qui travaille avec Laurent depuis très très longtemps. Voilà, un peu son bras droit, si je puis me permettre. Hein. Sarah, que je connais depuis longtemps d'ailleurs. Aussi. C'est un petit milieu, hein, on finit par se connaître un petit peu tous. Voilà. Ah là là, je me suis vu dans les titres. C'est drôle, je l'avais pas vu. Bon, alors je reviens un petit peu au chat. Alors, je vois un petit peu vos questions, parce qu'en fait, je suis là pour répondre à vos questions. Hein, c'est un petit peu l'idée. Comment est l'ambiance sur le plateau? Bah, regardez, c'est très concentré. Hein, c'est vraiment. Moi, c'est des gens que je connais souvent depuis très longtemps. Hein, ça fait plus de 12 ans que je suis à France Télévisions, je croise un peu tout le monde. Là, vous avez une toute petite partie des techniciens en plateau. Puis il y a énormément de gens en régie. Alors, la régie, c'est dans une pièce à côté. Hein. Il y a énormément de gens. Là, vous avez juste les techniciens plateau. C'est très peu de gens. Mais un JT, ça mobilise énormément de gens, bien sûr. Alors, voilà. Est-ce qu'il est beau, Laurent? Bah ouais. Bah, c'est un beau gosse, quoi. Ouais. Je regarde vos questions, les amis. Hein. Ouais. Bah, arrêtez de parler des cheveux de Laurent, c'est vrai qu'il est très beau, mais je connais pas ses secrets de beauté, moi, les amis. Combien de téléspectateurs le 20h en moyenne? On va regarder ça. Hein. Hop, c'est parti. Hop. Moi, je dirais c'est autour de 5 millions. Hein. Audience. 20h. Je dirais 5 millions à la louche. Ce qui est énorme. Hein. Voilà. Oui, c'est ça, je vois du 4 millions. Ouais, 4 millions, ça dépend des jours en fait. Hein. 5 millions, ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on appelle la grande messe de l'information, c'est qu'il y a un côté fédérateur. Hein, c'est-à-dire que des millions de personnes, regardent un même programme. Alors ça peut être une série télé, ça peut être un match de foot, ça peut être un JT, et ça crée un référent dont on peut parler le lendemain, par exemple, au bureau avec les amis. Voilà. Et donc, moi, je crois au fait que la télé, parfois, certains programmes, pas tous, hein, bien sûr, peuvent créer du lien entre les gens, parce que ça crée un référent
Quelque chose qu'on a vu ensemble, comme une série sur Netflix que tout le monde a vu par exemple, hein, ça marche aussi. Mais le JT pour moi est un de ces programmes qui peut créer du lien aussi, parce qu'on est plusieurs millions à le regarder. Voilà. Vous aussi vous êtes nombreux, vous n'êtes pas 5 millions, mais on est en train d'être pas mal là. Alors, est-ce qu'il y a du café? je, je vois pas de. Je crois pas que Laurent est comme moi à fonctionner au thermos de café. Je crois qu'il n'a pas besoin. J'ai pas vu de thermos de café, non. Ouais. Les mesures sanitaires, est-ce que les mesures sanitaires ont changé la façon de faire le JT? Ouais, bien sûr, tu as raison. Alors beaucoup moins, regarde, beaucoup moins sur le plateau de France 2 qui est très très grand. Donc là, Laurent, Laurent avait son masque, bien sûr, il l'a enlevé au dernier moment. Alors il n'y a pas de problème, il est immense ce plateau. Je parle tout doucement parce que Laurent il fait un lancement. D'ailleurs, je vais me taire même quelques secondes. Et je vais répondre à votre question quand le reportage sera parti. Voilà. Alors là, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup d'espace. Sur France Info, il y a moins d'espace, mais on a mis des mesures en place, c'est-à-dire des mesures de distanciation, des vitres qui nous séparent, on lave tout en permanence. Voilà. Donc bah, ça marche, hein, puisque ça fait plus d'1 an qu'on travaille dans ce contexte-là. Et puis, bah, on n'a pas eu de cluster à France Info, par exemple. Donc voilà, on fait très attention. Puis en plus, bon, c'est un peu toujours les mêmes personnes avec qui on bosse. Donc voilà. Donc ça a beaucoup changé. Mais bon, comme on aime beaucoup ce qu'on fait, ça ne nous a pas trop perturbé finalement. Est-ce que je vais montrer mon dragon? Non, pas sur le 20h de France 2, non. Mon passage est. Oh, il n'est pas tout de suite. En fait, il a une deuxième partie du journal, ce qu'on appelle le 20h30 dimanche. Hein, donc, comme son nom l'indique, c'est peut-être perspicace, le 20h30 dimanche, c'est à 20h30. Voilà. Donc à 20h30. Et là, on a une partie du JT. Mais je m'étais dit que ça serait cool de streamer un petit peu avant pour vous montrer les coulisses un petit peu. Voilà. Hein. Est-ce que ça me manque pas de présenter un JT à forte audience? Très bonne question. J'ai présenté un JT qui faisait pas l'audience de celui de Laurent, mais qui faisait un peu d'audience, qui était le 12-13 de France 3 pendant 5 ans, qui faisait autour de 2 millions de téléspectateurs tous les jours. Et puis j'ai arrêté pour faire Question pour un champion, parce que c'était pas compatible pour France Télévisions de présenter un grand journal et Question pour un champion, un JT et un jeu. Bon, ça posait question. Donc voilà. Puis après, je suis revenu à l'info par France Info. Mais c'est vrai que ce n'est pas un grand JT hein, en termes d'audience, en termes de qualité. Moi, j'adore ce qu'on fait sur France Info, mais en termes d'audience, c'est pas 2 millions, c'est pas 5 millions. Est-ce que ça me manque? Pas trop en fait. Parce que le JT, j'en ai fait plein. J'en ai fait 9 ans à iTélé, l'ancêtre de CNews, quand c'était différent, assez différent d'ailleurs. J'en ai fait beaucoup, donc 9 ans à iTélé, j'ai fait beaucoup de journaux en radio aussi, à RFI, à Europe 1. Ça fait 5 ans que je suis sur France Info, donc du JT, j'en ai fait beaucoup. Et comment dire, c'est un exercice dans lequel j'ai beaucoup de plaisir, mais où je me mets plus tellement en danger et j'apprends plus beaucoup de choses. Quoi. J'ai l'impression que je sais faire. Et moi, ce que j'aime, c'est un peu les nouveaux trucs. Me remettre en question, me mettre en danger, comme dans Twitch, avec vous par exemple. Merci pour la question. On a passé les 20 minutes, c'est cool. Vous êtes super nombreux. Pas trop stressant de présenter un JT? Si. En fait, ce qui est stressant, c'est. Ah, il y a Laurent qui fait un lancement, je me tais un peu. Ok. Je ne veux pas le déranger. Donc voilà. Un lancement, ça dure 15-20 secondes. Donc, quand il parle, je me tais un petit peu, ce qui est normal. Alors, donc là, il vient de lancer un direct, Laurent. Donc, qu'est-ce que oui sur le stress, oui, oui, c'est un peu stressant de présenter un gros JT. Pas parce que techniquement c'est assez simple. Hein, une fois que au bout de 20 ans de métier, c'est un exercice que tu sais faire. Mais il y a un gros enjeu d'audience. Tu peux être regardé par des millions de personnes. Et surtout, il y a une énorme équipe, qui est l'équipe de la rédaction, qui te fait confiance. Voilà. Et tu portes cette confiance. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors moi, à la maison, sur Twitch, j'ai une grande liberté, je peux faire le foufou. Mais là, c'est pas trop le cadre du foufou. Même si tu as envie de temps en temps de créer du décalage, tout ça, d'être dans l'originalité, ben non. Tu es dans un cadre qui est déterminé. Donc c'est pas un grand exercice de liberté. Euh, et du coup, cette responsabilité vis-à-vis des téléspectateurs, hein, quand tu parles à 5 millions de personnes, c'est pas comme quand tu parles à 10 000, et vis-à-vis de ton équipe, ça peut créer un petit peu de. Alors, stress, le mot est fort, mais tu es concentré, quoi, sur vos questions. Je vois une question sur l'audience qui est intéressante.
Je me tais parce que Laurent fait un lancement. Ok, c'est bon, le reportage est parti. Quelqu'un m'a demandé est-ce que l'audience s'affiche en direct du JT. Alors non, contrairement à Twitch, là je sais que vous êtes plus de 20 000, ce qui est cool, on n'a pas l'audience en direct. Hein. On l'a le lendemain, à 9 heures, les chiffres d'audience tombent. Et c'est bien d'ailleurs de ne pas avoir l'audience en direct, parce que je vais vous dire un truc, si on avait les chiffres d'audience en direct, on se dirait, ah tiens, ce sujet-là, ça n'intéresse pas, ou oui, on finirait par faire un JT en fonction de la courbe d'audience. Et c'est pas ça l'information. L'information, c'est pas un produit pour faire de l'audience. Ça n'est pas que ça. C'est d'abord un rendez-vous où on essaie d'informer au mieux les gens. En tout cas, c'est la conception qu'on a ici sur le service public. Donc c'est bien de ne pas avoir les chiffres d'audience en direct parce que du coup, ça nous polluerait un petit peu, quoi. Je regarde vos questions. Oui. Oh là là, ça va trop vite, je suis désolé. Il fait quoi, Laurent, pendant les reportages Comme en ce moment, par exemple, là, hop, Laurent, là, eh ben, qu'est-ce qu'il fait Eh ben, il relit ses notes. Il lit ses notes, il regarde ses prochains lancements, il discute avec la régie, avec son rédacteur en chef, parce qu'un journal, en fait, c'est pas un truc fixe. Ça ne cesse de bouger. Ça bouge tout le temps, parce que l'actualité, elle change, donc il y a des nouvelles informations qui arrivent, on le tient au courant, hein, pour actualiser un chiffre, pour donner une information urgente. Donc ça, c'est une discussion permanente, en fait. L'actualité ne s'arrête pas au moment où la caméra s'allume, quoi. Il y a ça, et puis il y a des sujets, des reportages qui n'étaient pas prêts au début du JT, qui arrivent pendant le JT, au dernier moment. Et puis il y a des directs qui parfois ne fonctionnent pas, ou au contraire, qui n'étaient pas prévus, et on rajoute. Ben, le présentateur, avec son expérience, il doit être capable d'écrire tout ça un petit peu en direct. Voilà. Puis parfois, pas d'écrire d'ailleurs, d'improviser avec sa connaissance de l'actualité. Ça demande un petit peu de métier. Voilà ce que fait Laurent actuellement, en train de discuter. Pourquoi ne pas enregistrer le JT 30 minutes avant? Bah, pour cette raison. Parce que c'est un produit d'info en direct et que si tu l'enregistres 30 minutes avant et qu'au beau milieu de ta séquence enregistrée, il se passe un truc hyper important, Wall Street Center, catastrophe sanitaire, bah t'es marron. Voilà. Donc c'est un produit qui est fait en direct. Pour ça, pour être en connexion totalement avec l'information. Hein. Pourquoi je chuchote parce que je suis très loin de Laurent, mais je veux pas le polluer parce que je sais que c'est un métier difficile pour l'avoir pratiqué moi-même. Et c'est pour ça que je parle pas très fort. Est-ce que Laurent lit ses sujets sur un prompteur ou est-ce qu'il a seulement des notes? Alors, ben, je vais regarder, je crois qu'il y a un prompteur. Parce que chaque présentateur, il est en train de parler, je me tais. Je vous montre les caméras auxquelles Laurent s'adresse. Voilà. Là, c'est un long lancement. Voilà. Alors Laurent, je ne sais pas si Laurent a un prompteur. En fait, il y a deux écoles en matière de JT. La plupart des présentateurs de JT ont un prompteur où ils lisent donc leur texte. Hein. Ça permet d'avoir un regard face caméra, hop, comme ça. Après, il y a quelques présentateurs qui sont plus rares. Jean-Pierre Pernaut n'avait pas de prompteur, il avait des fiches parce qu'il trouvait que ça lui donnait un ton plus naturel. Marie Drucker, avec qui j'ai pas mal travaillé à une époque, était une des rares jeunes journalistes présentatrices de JT qui n'avait pas de prompteur pour la même raison. Et puis moi, ces dernières années, à France Info, pour d'autres raisons, notamment parce que les choses vont très très vite, j'ai appris à me passer de prompteur aussi, et j'aime bien, parce que le ton est plus naturel aussi. Hein, on est moins accaparé, prisonnier de ce prompteur, où finalement on est obligé de lire ce qu'il y a. Quoi. Alors que quand on a ses fiches, eh ben, on peut prendre un peu de liberté, on peut modifier une tournure de phrase un peu au dernier moment, c'est un exercice qui est très sympa. Pourquoi c'est pas écrit direct? Bonne question. C'est du direct, hein, je peux t'assurer que c'est du direct, toujours, on triche pas. On le met pas parce que c'est une convention. Le JT, c'est toujours en direct. En France, n'importe quelle chaîne, le JT, il est en direct. Il n'est pas enregistré. Pour la raison que je donnais tout à l'heure. S'il se passe un truc important que c'est pas dans le JT, tu vas dire, mais vous faites pas votre boulot. Quoi. Voilà. Comment il calcule l'audience? C'est Médiamétrie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une société qui s'appelle Médiamétrie, qui a des foyers panels, en fait, hein, qui ont un boîtier particulier chez eux. Ça fonctionne comme un sondage. Et puis, ça donne une estimation de l'audience. Voilà. Un JT de 20 heures sur Twitch avec l'info moins informelle. Ce serait pas un 20 heures parce qu'en fait, le 20 heures, c'est la puissance. Le 20 heures, c'est des correspondants à travers le monde entier. C'est des centaines de journalistes. Je me tais un peu. Laurent parle. Je reviens dans un instant.
Voilà. Donc un 20h, c'est des moyens en fait. La puissance du 20h, c'est de pouvoir vous donner une information riche grâce à une équipe extrêmement humainement nombreuse, quoi. Et donc, ben, qu'est-ce que je vais faire sur Twitch, quoi? Alors moi, c'est pour ça que je vous propose une revue de presse. Une revue de presse, c'est m'appuyer sur la puissance de la presse écrite, hein, de ces centaines de journalistes qui travaillent pour les journaux le matin, pour vous donner ben, ma lecture de la presse. Mais un 20h, à 20h, c'est d'abord un rendez-vous image, reportage. Et évidemment, j'ai pas les moyens de produire ça. Donc ce serait très cool d'avoir un 20h à la Samuel Etienne tout seul dans mon petit placard à la maison. On me manquerait un petit peu de direct. Voilà. En tout cas, merci pour la qualité du chat. Voilà, parce que quand je crée des rendez-vous comme ça un peu impromptus, je me dis toujours, bon, vous savez, il y a une toute petite minorité de gens sur les réseaux sociaux qui sont un peu pas dans l'échange, hein, mais plutôt dans les choses un petit peu négatives, quoi. Et là, je vois une qualité de chat, merci, quoi. C'est vraiment très agréable. Je vois beaucoup de questions très intéressantes. Moi, mon sentiment, je vais vous dire, vous savez que les journalistes ne sont pas très bien considérés en France, sans doute peut-être pour des bonnes raisons, et peut-être pour des mauvaises aussi. Et je me dis que il y a des malentendus à éclaircir peut-être, notamment sur notre façon. Il y a plein de cœurs. Pourquoi? C'est Laurent, vous avez un petit coucou, quoi. Voilà. C'est peut-être à cause de ce que je dis, peut-être, c'est sympa. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal de malentendus à éclaircir sur notre façon de travailler. Peut-être que les gens ne savent pas très bien comment on travaille. Il y a Laurent qui parle. Je continue dans un instant. Il s'adresse à un envoyé spécial. Je pense que c'est un point sur les intempéries, puisque je vois de l'eau derrière le journaliste que vous voyez là-bas. Voilà. Et ça, il y a un petit décalage avec ce que je vous envoie, parce que c'est un flux internet que je vous envoie, donc qui est en décalage par rapport à ce que vous pouvez recevoir sur votre plateau, enfin sur votre télévision. Et donc, voilà, je pense qu'il y a des malentendus. Je pense qu'on a mal expliqué comment on travaillait, parce que moi, les gens que je vois travailler depuis 25 ans, c'est des gens qui sont dans la rigueur, dans l'investissement, dans la passion pour leur métier. Je crois qu'ils l'expliquent pas très très bien. Je pense qu'on devrait mieux expliquer comment on travaille, quoi. Voilà. Voilà. Bah, très bonne remarque à l'instant. Dans le chat, je l'aurais pas dit mieux. Quelqu'un vient de dire, pardon, j'ai pas vu ton pseudo, les journalistes, c'est comme n'importe quel groupe. Il suffit de quelques journalistes finalement pour donner une mauvaise image à l'ensemble. Il y a peut-être aussi, il y a peut-être une des raisons aussi, hein. Peut-être qu'il y a une petite partie de notre profession qui manque de rigueur ou d'honnêteté, et peut-être que cette toute petite partie donne une mauvaise image aussi à la profession. C'est peut-être un élément d'explication, c'est très intéressant. Voilà. Euh, Tu parles de Twitch à quelle heure? Alors, donc là, moi l'idée c'était de vous faire découvrir les coulisses du 20h. Et Laurent qui parle. Je me tais un peu. Il est bon quand même. Il est bon. Il est vraiment super bon. Et qu'est-ce que je vous disais? Oui, et donc moi je voulais vous montrer les coulisses. Donc j'ai commencé le stream un petit peu plus tôt, mais en fait moi je suis invité à 20h30 dans la deuxième partie du journal, qui est plus le magazine, qu'on appelle le 20h30 dimanche. Il y a deux autres invités. Et là on va parler de Twitch. J'espère que je vais expliquer proprement les trucs. Là, Laurent vient de changer de position. Quelle heure est-il? 20h15. Il a quitté son, son bureau, voilà, pour faire une autre séquence. J'ai pas le conducteur sous les yeux, donc voilà. Donc on bouge un peu, hein, parfois. C'est un très grand plateau, hein, vous avez vu. Voilà. Je suis en stress pour toi. Non, c'est cool, hein, moi je suis pas en stress du tout. C'est juste que voilà, je suis un apprenti streamer, moi, donc je suis très honoré de venir parler de tout ça, mais j'ai toujours peur de pas rendre fidèlement cet univers, ce milieu, ses valeurs, ses codes. Voilà, je veux pas. Ça m'ennuie je veux pas devenir un porte-parole de quelque chose dans lequel je suis débutant, quoi. Je suis pas un escroc, quoi. Voilà, donc là, c'est pas que ça me stresse, mais voilà, j'essaie de faire bien les choses, quoi. Qui prépare les questions pour les invités? Je vais essayer de parler plus fort. Qui prépare les questions pour les invités? En fait, c'est vraiment le journaliste, c'est vraiment le présentateur qui, quand il reçoit un invité qui a écrit un bouquin, ben, s'il fait son boulot, il lit le bouquin, quoi. Hein, on lui prépare pas on lui mâche pas le boulot, quoi. Hein, on lui lit pas le livre. Alors certains travaillent comme ça, mais normalement non, quoi. Quand il y a un invité, quand il y a un politique qui est reçu, c'est le présentateur qui écrit ses questions, hein. Alors il peut passer un coup de fil au service politique pour demander deux trois, pour échanger sur des points, hein. Mais vraiment le présentateur de JT en France, pas seulement Laurent Delahousse, c'est pas une marionnette, quoi, hein. C'est vraiment c'est lui qui écrit son journal. C'est vraiment important. C'est pas comme ça partout. Aux États-Unis, c'est différent, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure,
ce qu'on appelle l'anchorman aux États-Unis. Il est là pour faire vivre l'antenne. Il n'écrit pas forcément ses textes. Il y a une vraie différence. Voilà. Est-ce que Laurent a vu les lives? Ouais, bah Laurent en fait est très curieux de ce qui se passe sur Twitch. Je me tais. Je pense que Laurent a lancé un format long, c'est-à-dire un reportage un peu plus long, qui prend le temps d'aller au fond d'une histoire. Et du coup, bah, il a changé de place pour signifier ce changement de rythme aussi dans le journal. C'est fou, j'avais pas vu les éléments de décor qui bougent. Regardez, là, cette table est en train de venir vers moi. C'est drôle. Je sais plus ce qu'on disait à l'instant sur le JT. Oui, oui, le fait que le présentateur en France, il écrit ses textes, quoi. Présentateur, mais journaliste avant tout. Ouais, bien sûr. Peut-être que certains l'ignoraient d'ailleurs. Demain, ouais, du coup, toi. Ah oui, bonne question. Est-ce que moi, je sais quelle question Laurent va me poser? Non. Ça, c'est la règle. Hein. Il n'y a rien à ranger dans un. Vous pourriez imaginer qu'un homme politique, par exemple, pour un invité, il reçoit les questions avant, et du coup, il peut les bosser, bien préparer son truc et tout. Bah non, non. En fait, on ne reçoit pas les questions avant. Je n'ai aucune idée des questions que Laurent va me poser. Alors, j'imagine bien que, que ça va être sur Twitch. Mais justement, et même en tant que journaliste, moi, je ne lui demande pas les questions. Quoi. Donc, non, non. La règle, c'est que l'invité n'a pas les questions avant. C'est la liberté du journaliste qui reçoit de l'interroger sur qui il veut. C'est très important, notamment pour les politiques, bien sûr. Hein, je reviens sur les questions. Ouais, Samuel, on va être collègue. Je rentre en stage à France TV en mars. Welcome. À bientôt, mon ami. Désolé, j'essaie de choper les questions au vol, mais ça va tellement vite ce soir. Vous êtes 25 000, hein, donc le chat est passionnant. Qui défile le prompteur? Alors, deux possibilités. Qui défile le prompteur, hein, le texte qui défile. Alors, ça peut être un opérateur prompteur, hein, quelqu'un qui suit le débit de Laurent et qui s'adapte, et qui, voilà, c'est un vrai job. Et puis, de plus en plus, dans les petites rédactions, c'est moins vrai pour les grands JT comme France 2, bah, c'est le présentateur qui le fait lui-même. En fait, il a une petite molette, un peu comme une souris, ok, hein, à sa droite, ça peut se piloter au pied aussi, et il fait défiler le texte. Bon, je l'ai fait, c'est pas très compliqué, voilà. Hein. Beaucoup de monde sur le plateau, très peu en fait, hein, parce qu'il faut pas. Ah bah voilà, il y a monsieur Alain Duhamel, hein, qui est un grand journaliste spécialisé de politique, qui nous a rejoint. Alors attention, Duhamel, ce n'est pas Olivier Duhamel, hein, bien sûr, hein, parce que en plus ils ont des centres d'intérêt très semblables. Hein. Olivier Duhamel, c'est le constitutionnaliste, le professeur de droit constitutionnel associé à l'affaire que vous connaissez, hein, l'affaire d'inceste qui a fait la une. Et là, c'est Alain Duhamel, le journaliste passionné de politique. Ils n'ont aucun lien entre eux. Donc je sais que parfois, quand je parle d'Alain Duhamel, les gens disent ah oui, non, attention, hein, ça n'a rien à voir. Alain Duhamel, le journaliste. Rien à voir avec Olivier Duhamel, bien sûr. Voilà. Et là, eh bien, il est arrivé et il attend son heure. Parce qu'il a une des 3 personnes invitées avec moi ce soir à partir de 20h30. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Alain Duhamel. Voilà. Ah. Alors, j'ai pas mon café. Alors, ils m'ont pris mon thermos. Je suis pas chez moi ici. J'avais mon thermos et puis ils m'ont dit bon, tu vas garder ton thermos là? Ouais. Non. Ok. Donc ils m'ont pris mon thermos. C'est chaud. Du coup, j'ai le cerveau qui est en train de ralentir. C'est dur. Je passe quand même la musique du café pour rigoler parce que j'espère qu'ils vont pas entendre sur France 2. Yes. J'ai pas mon thermos, ils m'ont piqué. Ouais, on a un peu à la maison quoi. Bon, pour ceux qui connaissent pas, en fait, je suis assez accro au café. Donc dans la matinée Étienne, ma revue de presse que je fais à la maison souvent entre 9h30 et 11h, ben je bois souvent du café dans un grand thermos et à chaque fois je mets la musique du café. Et comme ça, chacun à la maison sait qu'il peut aussi aller boire un petit café et tout. Donc là, on m'a piqué mon thermos. C'est chaud quoi. C'est la dame en jaune là qui m'a piqué mon thermos. Voilà. Elle m'a piqué mon thermos. On n'est pas à la maison, elle m'a dit. Hein. Donc j'ai pas de thermos, mais j'ai la musique du café. Voilà. C'est quoi le but de ce live? Alors le but de ce live en fait, c'est que comme j'étais invité de Laurent Delahousse tout à l'heure pour parler, je me suis dit je vais vous montrer les coulisses du JT et je vais répondre à vos questions sur le JT. Voilà, hein, le but du live. C'est tout. D'ailleurs certains l'ont bien compris puisque j'ai beaucoup de questions sur la façon dont se prépare le JT. D'ailleurs je prends vos questions. Ça va trop vite. Ça va tellement vite.
Je vais essayer de ralentir un peu le chat pour prendre vos questions. Le plateau sert-il uniquement au JT? Non. En fait, ce plateau que vous voyez aussi, c'est le même que Télématin par exemple. Sauf que voilà, les couleurs changent, les éclairages changent, les habillages changent dans ce magnifique écran qui est complètement dingue. Vous voyez ce que derrière Laurent, c'est un écran, quoi. Vous imaginez la taille de l'écran. Voilà. Bon, et donc c'est Télématin ici aussi. Voilà. Donc depuis France Télévisions, on essaie de. C'est l'argent public, c'est l'argent de la redevance, donc on essaie d'employer au mieux l'argent. Donc de plus en plus, un studio sert à beaucoup d'émissions. Moi, le studio de questions pour un champion, il sert à plein de jeux, à plein d'émissions différentes, par exemple. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas tourner n'importe quand. Voilà. Il y a quoi en haut de l'escalier? Ben, en fait, c'est d'autres. Il y a une table. Et en fait, c'est un autre endroit où on peut s'installer pour d'autres émissions, sans doute. Je me taille, il y a Laurent qui parle. Il est en train de faire ce qu'on appelle un lancement, c'est-à-dire le petit texte qui précède le lancement. Hop, derrière une image, c'est affiché pour illustrer son lancement. C'est une image d'illustration en rapport avec le thème abordé par Laurent. Hop, et le reportage vient de partir. 20h23, on est ensemble encore jusqu'à 20h30, cool. Alors, donc je vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent, à 20h30, je pense que Laurent va venir me chercher, qu'on discute. Alors, je crois qu'on va discuter 2 minutes 30 d'abord, un petit peu rapide comme ça. Et puis après quelques minutes encore, je pense qu'il va être avec Alain Duhamel. Et puis après, ce sera mon tour. Donc j'aurai 2 minutes 30 d'échange avec lui, puis 6 minutes 30 après. C'est pas Twitch, c'est pas 3 heures. Voilà, c'est très court. Donc d'ailleurs, vous serez très frustrés parce que, évidemment, en 6 minutes 30, on va aborder un tout petit aspect de Twitch. Et je sais que vous allez être frustrés. La télévision, c'est une école de la frustration. Quoi, c'est tout? C'est court. Ah, mais il n'a pas tout compris, mais il a pas demandé ça. Et si, mais oui, c'est ça le problème. C'est le luxe d'Internet et le luxe du stream. Et le luxe de Twitch, c'est le temps. On a le temps. Et puis on rend l'antenne quand on veut. Voilà. Et ici, évidemment, il y a un programme après. On peut pas, voilà. Donc on ne peut pas prendre le temps qu'on veut. C'est une école de la frustration. C'est comme ça. Vous serez frustré tout à l'heure quand on va parler de Twitch avec Laurent. Vous allez trouver ça très très court. C'est comme ça. Allez, je reviens aux questions. Là, il y a Laurent qui entend, mais il m'entend. Il est assez loin, mais il m'entend discuter. Ouais. Ouais, c'est dur que je n'ai pas de café, je sais. Est-ce qu'il y a des modos sur le 20h? Pourquoi faire? Il y a des modos dans mon stream, mais il n'y a pas de modos sur le 20h. On ne va pas modérer le présentateur. Puis il n'y a pas de chat. Voilà. C'est une question qu'on me pose souvent, les journalistes de télé. Mais est-ce qu'on pourrait faire la télé? Est-ce qu'on pourrait marier le stream et la télé? Vous imaginez un chat de 5 millions de personnes? Là, vous êtes plus de 27 000. J'ai du mal à lire vos messages. Vous imaginez un chat de 5 millions de personnes? Le truc ingérable. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Qui écrit le texte du prompteur, me demande CalCPO. Comme je vous le disais, le texte est écrit par Laurent. C'est Laurent qui écrit son texte. Voilà. Il n'est pas quelque chose qu'on a écrit pour lui. Il assume ce qu'il dit, il vérifie ses informations. Voilà. C'est pas un mannequin, c'est pas Ken, quoi, même s'il est beau gosse. C'est un journaliste. Donc le prompteur, c'est lui qui l'écrit. Tout ce qu'il dit, c'est lui qui l'écrit. Voilà. J'ai jamais vu un chat aller aussi vite, quoi. Combien de temps il a pour écrire? C'est lui qui décide en fait. C'est les gens qui écrivent très vite, il y a des gens qui veulent prendre le temps pour écrire. Laurent, il arrive le matin. Il arrive le matin. Souvent, en plus, le week-end, il présente le 13h aussi. Donc c'est 13h, 20h. Donc il est là le matin tôt, il fait toute la journée. S'il ne faisait que le 20h, un journaliste qui ne fait que le 20h, il arrive à 9h, 10h le matin. Donc 10h avant, quoi. Il faut qu'il lise tous les journaux. Il assiste aux conférences de rédaction, ces réunions très importantes où se décide le menu du journal, où il faut échanger ensemble, il faut se convaincre, il faut parler de ça, non, il faut parler de ça, voilà. Et puis, il lit des choses, il fait des recherches, il échange avec les journalistes, il passe des coups de fil aux correspondants, voilà. C'est une réflexion sur l'actualité pour qu'au moment à l'heure H, il ait la connaissance la plus parfaite de l'actualité. Là, je crois qu'il parle de météo en Europe, la vague de froid, je crois. Pas très bien entendu. Voilà. Je fais pas trop de bruit parce qu'il parle. Voilà. Il va dépasser Squeezie. Qui, Laurent ou moi? Quel est son salaire? Je connais pas
Tu sais, en France, le salaire, on a un rapport à l'argent qui est compliqué en France, hein. Donc, je fais un truc. Hop, ouais, c'est bon. Je fais le petit réglage pour tout à l'heure. Tac. Voilà. Donc en fait, on parle pas trop d'argent en France. Là, on est sur le service public, donc c'est des grilles, voilà. Donc y a pas. Oui, mais alors je connais pas le salaire de Laurent pour répondre à ta question. Voilà. Top 2 Twitch France. Top 2. Ah, c'est bien ça. Vous êtes presque 30 000, c'est cool. Ah, c'est pour ça que vous parlez de Squeezie. C'est Squeezie stream ce soir, c'est ça? C'est ça? C'est parce qu'il y a Squeezie qui stream. Coucou, coucou Squeezie. Je l'ai jamais rencontré encore. Tu es le premier stream France. C'est cool. Mais enfin, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous faire découvrir des trucs, hein. C'est pas une compétition, hein. Voilà. Test PCR avant de venir sur le plateau. Attends, quittez pas. C'est le dernier sujet. Donc là, je vais vous mettre le son de France 2. Et je vais arrêter de parler le temps que je parle à Laurent. D'accord? Et donc vous allez avoir ou chez vous à la télé, ou... Pour chuter jusqu'à moins 5 degrés avec des ressentis à programme moins 10 prévus en début de semaine. De Laurent. Ce front glacé tétanise aussi le nord de l'Europe. Aux Pays-Bas, beaucoup d'avions cloués au sol à Amsterdam. C'est la première tempête de neige dans le pays depuis 10 ans. Trafic ferroviaire très perturbé, malgré ces opérations de dégel des voies. Laurent va venir vers moi. Je vais répondre à ces questions. L'agence météo néerlandaise a mis le pays en alerte rouge. Les vents atteignent aujourd'hui 90 km/h. Les autorités déconseillent aux automobilistes de prendre la route. Même conditions difficiles à Hanovre, en Allemagne. Dans cette région de la Basse-Saxe, les autorités demandent aux habitants de rester chez eux. 222 accidents de la route dénombrés depuis hier après-midi. Dans le Suffolk, au sud-est de l'Angleterre, la neige a aussi transformé les paysages. Perturbations routières, ferroviaires et aériennes, mais ça, ce n'est pas du tout le problème des enfants. Ainsi va le monde. Le grand direct du dimanche continue. Au sommaire ce soir, Alain, l'inoxydable, la nostalgie de Benjamin et Samuel, l'érudit des réseaux sociaux. 3 enfants de la télé avec nous et c'est l'heure du générique. Je m'impose ensuite comme l'un des plus grands chanteurs de soul avec des titres tels que... Marvin Gaye. Oh, c'est beau ça. Acte 1, ce soir, on commence par une première interrogation. Elle pourrait figurer dans le questionnaire de questions pour un champion. Avec champion, quel est le réseau social popularisé par un journaliste animateur de France Télévisions? Réponse, Samuel Etienne. Bonsoir Samuel. Bonsoir Laurent. Marathonien, journaliste matinalier de France Info, animateur de questions pour un champion et désormais petit prince du réseau Twitch. C'est quoi Twitch? Twitch, ça peut être un réseau social, ouais. C'est un canal de diffusion où on diffuse n'importe qui finalement, Laurent, peut diffuser un programme en direct. Ouais. Demain, Laurent, vous achetez un petit ordinateur, un PC portable avec une caméra intégrée, un micro pour du son, vous créez votre chaîne de télévision. C'est ça Twitch. À l'origine, c'était beaucoup les joueurs de jeux vidéo qui l'ont utilisé pour se montrer comment ils jouaient, communauté de passionnés, et de plus en plus, ça s'ouvre à d'autres publics et c'est pour ça que moi j'ai eu envie de venir pour parler d'informations sur Twitch. Quand vous dites un autre public, c'est un public plus jeune, oui. Bien évidemment, qui regarde la télévision ou pas? Pas tellement en fait. Tellement. Là, ils sont en direct. Oui, moi j'ai fait des sondages auprès de cette communauté, ils nous regardent, là ils sont 30 000 à nous regarder, Laurent, sur Twitch, et ils ont entre 18 et 35 ans. L'essentiel, voilà, de ceux qui me regardent entre 18 et 35 ans, et quand je les interroge, oui, ils regardent très peu la télé, ils n'écoutent pas beaucoup la radio, ils lisent pas beaucoup les journaux. Mais ce qui est très surprenant, c'est qu'ils s'intéressent énormément à l'actualité. Peut-être qu'on ne leur en parle pas comme il faudrait. On va essayer de faire ce pont, en tout cas ce soir. On va vous retrouver dans un instant. Lui, il a choisi d'intituler son livre « Emmanuel, le hard ». Voilà, je vous coupe le son de France 2, je vous ai indiqué, puisque y a Alain Duhamel qui vient de s'installer. Hop, tac. Donc là, regardez. Donc je vous montre. Alain Duhamel vient de s'installer pour parler de son livre Emmanuel le Hardi, consacré à Emmanuel Macron. Je vais l'écouter d'ailleurs, parce que ça m'intéresse. Et puis je crois que je dois intervenir dans le programme aussi. Je vous remets le programme, ok? À tout de suite. Je vous mets le son.
Ils sont pas pareils. C'est le perfectionnisme des politiques. Je n'accepte pas. Vous n'êtes pas payé au nombre de questions que vous posez. Après, vous me posez une question, elle sera certainement intéressante également. Sûrement. Une question un peu délicate. Les autres ne l'étaient pas. Vous avez d'autres questions sur ce sujet? Vous avez mauvais esprit, monsieur Duhamel. Voilà une feuille de papier, inscrivez votre question. Vous serez aussi candidat? Si c'est la bonne solution. C'est quelque chose que je comprends pas bien. Qu'est-ce que vous comprenez pas bien? Ça, J'essaye de à faire. Mais je Non, parlais non. de ce que vous avez fait. Je l'ai fait. Vous êtes même les cumulards, parce que radio, télévision, dans la presse écrite... Quelle histoire. Les présidents passent, Alain Duhamel reste. Bonsoir Alain, merci d'être avec nous. Emmanuel Le Hardi, à l'Observatoire, c'est votre dernier livre. D'abord, ce soir, on doit faire presque un peu vite parce que le taxi, il est déjà prêt devant France Télévisions. On va expliquer aux Français, à 22h30, vous avez une règle, c'est d'être au lit. Ce soir, on va essayer d'être dans le bon timing. C'est l'une des règles de votre longévité, ce planning, cette vie orchestrée, organisée? Ça a été à la fois une nécessité parce qu'il y a un moment où je me levais à 5h30 le matin pour un édito de radio. Et puis voilà, c'est devenu une règle pratique. Non, c'est facile à vivre. L'autre secret, c'est peut-être aussi la passion qui a toujours été là. Vous auriez pu vous dire, Alain, c'est terminé, maintenant je passe à autre chose, je rentre à la maison, je fais un peu de papier. Mais les éditos, ils sont encore là, les joutes sur les plateaux. Qu'est-ce qui vous donne envie? Le plaisir, cette histoire politique? J'ai vraiment la passion de la politique, de son histoire, des rapports entre l'histoire, la littérature et la politique. Je vis ça tous les jours et je n'ai pas à me poser tellement de questions dans la mesure où, au bout du compte, je sais très bien que ce sont les réponses politiques qui, très souvent, dirigent la réalité de l'évolution des sociétés bien plus qu'on ne le croit. Donc, les sujets se renouvellent sans arrêt. Alors, on va voir apparaître derrière moi la fresque et le sommaire de l'émission. Qu'est-ce qu'on y retrouve ce soir? Un personnage hybride, Emmanuel Macron. Bonaparte, une énigme pour les Français et selon vous, toujours aujourd'hui. Le général de Gaulle est un certain 4 septembre 1958. Le quiz surprise de Samuel Etienne. Les réseaux sociaux dirigent-ils la vie politique? Enfin, Simone Signoret, hommage de son petit-fils tout à l'heure, Benjamin Castaldi, avec son livre Confession. Il sera avec nous en duplex. On va essayer d'en savoir un peu plus sur Emmanuel Le Hardi, mais on va essayer d'en savoir un peu plus sur vous. Ça va être parfois même peut-être plus compliqué sur vous que sur Emmanuel Le Hardi. On connaît votre pudeur. D'abord, allez, vous deviez être historien. Le 4 septembre 1958, votre vie va basculer. On va voir ces images. Le président de la République, en tout cas, le général de Gaulle s'exprime sur cette constitution. Vous êtes là, ce jour-là, au premier rang? Derrière les barricades. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, j'avais 18 ans, j'étais passionné par la politique déjà depuis longtemps. J'étais plutôt mendésiste, Pierre Mendès France. Quand j'ai su que le général de Gaulle allait présenter les futures institutions, je suis parti de chez moi à 6h du matin et je suis arrivé parmi les premiers. Donc j'ai pu effectivement être au premier rang et suivre ce qui a été un vrai moment historique. C'est là où vous vous dites, je bascule, je vais être journaliste politique? En partie. Oui, en partie. Il va épouser le destin de la France, le général de Gaulle. Vous avez aussi un peu épousé le destin de la France, Alain Duhamel, depuis toutes ces années. Ça fait 60 ans. À un niveau légèrement plus bas. Un niveau légèrement plus bas, il faut le dire. Mais malgré tout, en fait, votre femme, elle s'appelle France d'ailleurs. Oui. Alors, on ne va pas faire d'analyse un peu freudienne, mais en tout cas, vous avez fait le choix d'épouser une France, en tout cas. Elle s'est appelée France comme pas mal de sa génération, parce qu'en 40, la France venait d'être abattue et que ses parents voulaient quelque chose de patriotique. Et donc, vous épousez France et la France. C'est un sacerdoce d'être l'épouse d'Alain Duhamel, parce que c'est comme finalement épouser un homme politique. Sauf que vous avez un mandat qui se renouvelle. On est moins insulté que les hommes politiques. Ouais. C'est certainement difficile, oui, d'être dans la mesure... C'est difficile pour France dans la mesure où je lis, je sais pas, 6-7 heures par jour, même pendant les vacances. Donc, je ne suis pas très disponible. Bon, et donc, il faut quelqu'un qui a une forte personnalité. Et puis, elle a chef d'orchestre, musicienne. Oui, elle l'a. Qui a dit un jour, il y a peu de temps, il a désormais l'aura d'un vieux sage, selon vous? Ah, je ne sais pas. De vous? Je ne sais pas. François Hollande. Qui a dit il a une personnalité plus originale qu'on ne le croit? Ah, ça, c'est Nicolas Sarkozy. Vous les avez tous aimés, appréciés différemment, ces hommes qui ont pour objectif de devenir président de la République? Disons que je les ai tous bien connus, que je ne les place pas tous au même endroit, qu'il y en a pour qui j'ai plus de sympathie personnelle que pour d'autres, voire plus de sympathie politique que pour d'autres aussi.
perd assez vite ceux qui ont, disons, des chances d'éclore comme candidats. Sauf peut-être Emmanuel Macron. À l'époque, qui aurait pu dire ça? Oui, non, ça, je ne vais pas raconter d'histoire, je ne vais pas dire, moi, 2 ans avant, je savais qu'il serait candidat et président. En revanche, je n'ai pas été un des derniers à comprendre qu'il allait avoir un rôle politique important. Je pensais plutôt au début, pour dire les choses comme elles sont, il va avoir un bon score, et puis la fois d'après, ça sera son tour. Mais les circonstances ont été ce qu'elles ont été, qui sont quand même incroyables. On a découvert, et on le découvre encore dans ce livre, un destin effectivement romanesque. Quel a été, selon vous, le facteur déclenchant de ce destin romanesque d'Emmanuel Macron? Alors, une intuition et un tempérament. L'intuition, c'était que le paysage politique était en réalité un trompe-l'œil, qu'il était vermoulu, donc que tout était possible. Et puis, son tempérament, c'est-à-dire l'audace. L'audace. Il a une dimension, vous le dites, bonapartiste, démocratique. On va regarder cette transformation qu'on a fait de Bonaparte avec le visage d'Emmanuel Macron qui apparaît sur ce tableau, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il a de bonapartiste? Pour les gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord un tempérament, d'abord une autorité. Oui. Alors, quand je dis bonapartiste, c'est pas Bonaparte. Oui. Hein, chacun a sa place. Chacun a sa place. Voilà. Courant qui a traversé. Il faut une grande rupture au départ. Bon, c'était la fin de la Révolution dans un cas. Là, c'était quand même la fin d'une forme de la Ve République. Et d'une époque politique. Bon, il faut de l'autorité et, je dirais, le goût de l'autorité. Il l'a? Oui, il l'a. Oui, trop, ça. Parfois? Oui, bien sûr, trop parfois. Oui, non, il y a cette temps-là. Il y a la volonté d'incarnation, donc en permanence de se mettre au premier rang en flèche, c'est-à-dire que non seulement de faire, mais d'assumer sans arrêt. Bon, il y a aussi la volonté de faire des réformes. Alors, Bonaparte y est très bien parvenu pendant les 5 ans du consulat. Stoppé, finalement. Et lui, il a été stoppé d'abord par les Gilets jaunes, et ensuite par le Covid. Ensuite par le Covid, et parfois par lui-même. Vous dites, on ne le déteste pas, on le haït. On ne l'estime pas, on l'admire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entre-deux avec lui. Alors, s'il y a un entre-deux, mais c'est un marchand de passion. C'est assez intéressant. Et aussi des passions tristes. Ça n'est, bien sûr, mais ça n'est pas le cas de tous les présidents qui se sont succédés. Oui. Mais lui, il provoque des réactions incroyables. Alors, de haine, on a redécouvert la haine pendant les Gilets jaunes à son endroit. Bon, et puis il y a énormément de gens qui se disent... Enfin, on a un président moderne qui sait ce qu'il veut et qui est capable de réagir. Quand vous dites qu'il les provoque, il n'y a pas de mou entre les deux. Quand vous dites qu'il les provoque, ça veut dire qu'il est provocateur. Quelquefois, il va un peu piquer là où ça fait mal. Ça veut dire qu'il y a, c'est intéressant chez lui. À la fois, il fait des discours très intellectuels, très sophistiqués et de très bonne qualité. Et puis, il a gâché ça pendant des années, un peu moins maintenant, par des phrases dont on se dit, c'est ce qu'un adolescent dirait en privé devant ses parents. Quand vous dites qu'il fait des discours, effectivement, on lui reproche aussi une forme de laisser passer un message comme quoi il est au-dessus, qu'il est trop intelligent, que ça va trop vite pour lui. Alors, psychologiquement, il y a quelque chose de ce genre. C'est-à-dire que... D'abord, c'est le cas. Cette intelligence, elle est là. Il est quand même arrivé au sommet avec une rapidité assez confondante. Mais pour l'adapter aussi aux Français. Il a en gros réussi successivement les étapes, alors qu'en général, il faut s'acharner énormément. Il donne une impression de supériorité, de facilité. Et puis, il est un peu de ce point de vue comme Obama, c'est-à-dire que même s'il s'intéresse aux gens, même s'il va au-devant des gens, il reste comme une pellicule de glace entre eux et lui, comme s'il était lointain, comme s'il était différent. Et comme vous savez, comme les Français sont d'abord égalitaristes, ils n'aiment pas trop un sentiment de supériorité, sauf quand c'est historique, comme le général de Gaulle, et encore. Est-ce qu'il ne l'aimait pas aussi face, on va dire, à nos contradictions, à notre en même temps à nous? Les Français aiment l'autorité, mais en même temps pas trop. Ils aiment sa jeunesse, mais en même temps ils se disent « Oula, ça inquiète ». Ils aiment son intelligence, et maintenant il dit « Il est un peu arrogant ». C'est pas aussi ça, le en même temps des Français face à un président? Si, bien sûr, les sentiments sont partagés. Les Français veulent avoir des présidents qui aient une forte personnalité et de préférence un prestige international, mais ils veulent un président qui soit au fond, à la fois au-dessus d'eux et à côté d'eux. Et à côté d'eux. La rencontre de ce soir, Alain, c'est Samuel Etienne qui va nous rejoindre. On va parler de sa découverte du réseau social Twitch. Il va venir avec nous, avec son ordinateur. On est en ce moment sur France 2 et en même temps sur Twitch. Les réseaux sociaux, Alain,
ça a été aussi la révolution qui s'est mise en place pour la vie politique. C'est un cinquième pouvoir. Cinquième pouvoir. Hein, il y avait un pouvoir dominant. Il y avait le quatrième qui était la presse, bonsoir. Samuel. Et il y a le cinquième pouvoir, sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire le passage de la démocratie représentative à la démocratie sûrement d'opinion et peut-être d'émotion. Ce qui est redoutable pour les gouvernants. Samuel, il aime la politique et l'actualité, ces réseaux sociaux? Oui, en fait, moi, c'est ma grande surprise. C'est-à-dire que on fait le constat tous que les jeunes regardent moins la télévision, la télé, écoutent moins la radio, lisent moins les journaux. C'est un constat, ça se mesure. Ou alors ils la consomment différemment aussi. Oui, ou ils la consomment différemment. Et pourtant, le petit rendez-vous que j'ai créé sur Twitch, qui est une revue de presse où je lis les journaux, Le Monde, Le Figaro, Libération, La Croix, intéresse les... Alors non, ça, je me demande, mais pourquoi, comment, enfin... Et là, en fait, j'ai pris conscience que finalement, ces générations habituées aux réseaux sociaux et à l'interactivité qu'elles permettent, à l'échange, c'est un mot qui est plus beau qu'interactivité. En fait, ils ont besoin de ça et peut-être qu'il faut inventer de nouveaux médias où il y a davantage d'interactivité, donc d'un canal différent. Ouais. C'est pas effectivement l'objectif d'être informé qui les dérange, c'est finalement nous ce que l'on incarne. Alain, est-ce qu'à un moment donné, au moment de la crise des Gilets jaunes, vous avez eu une vraie remise en question peut-être en vous disant, parce qu'il y a ce populisme qui est latent, qui est là, en disant « j'appartiendrai à une forme d'élite, je ferai partie du système depuis toutes ces années ». Et donc finalement, c'est peut-être pour moi le temps de laisser passer, ou au contraire, être là pour dire... Je n'ai pas du tout réagi comme ça, j'ai réagi en me disant ce qui se passe, c'est complètement différent de tout ce que j'ai vécu. Oui. C'est un phénomène, alors j'ai recherché, hein, j'aime bien l'histoire, c'est un phénomène qu'on connaissait en gros avant la Révolution. Avant la Révolution. Donc c'est fascinant, donc j'ai envie d'en parler. Je ne me suis pas du tout dit... je suis trop vieux, je ne comprendrai rien, donc il vaut mieux s'en aller. Ça ne veut pas dire que j'ai tout compris, ni surtout que tout le monde était d'accord avec ce que je racontais, bien entendu. Je vais prendre juste un exemple de la semaine, une image qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Regardez, c'est un ministre, Jean-Michel Blanquer, le pauvre, il s'est mis dans une cour d'école, il s'est mis à danser, enfin à faire du sport. Il voulait faire passer d'abord un message, on le voit là, il voulait faire passer qu'il fallait continuer à faire du sport à l'école. Au-delà de ça, il a été bien évidemment raillé. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord, vous, Alain, quand vous voyez ces images ? J'en pense que les responsables politiques essayent d'évoluer avec la société. Enfin, c'est ce qu'il fait. Et il se rend compte, on se rend compte que les formes traditionnelles de la politique sont en train d'éclater. Oui. Donc chacun essaye d'une certaine manière de réinventer un petit quelque chose. Alors, vous dire que ça ne soit pas comique, si, c'est comique, bien sûr. Moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est la suite. Ouais. C'est quand Jean-Michel Blanquer a fait un tweet après qu'on soit moqué de lui sur Internet en disant « Merci à ceux qui ont commenté cette image, qui, sérieusement, ou en se moquant de moi, parce que l'essentiel, c'était le message que je voulais faire passer. » Il se positionne et il est passé. J'ai trouvé ça très malin. Et Alain a raison. Il y a de nouvelles façons, sans doute, d'informer, de nouvelles façons de faire de la politique, au niveau de la forme, en tout cas, qui sont à inventer. En tout cas... il y a 10 siècles entre ce que je pouvais faire à la télévision il y a 20 ans et ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Avec cette accélération du temps. Et puis en France, juste un petit clin d'œil, quand Jean-Michel Blanquer danse, effectivement, fait un peu de sport comme ça... Pas tellement mal d'ailleurs, je trouve. Pas si mal, plutôt en rythme. Je pense que je ferais pire. Quand on compare, Barack Obama, lui, il publie un truc, il fait un panier à 3 points, regardez cette image. Lui, c'est un coup de génie. Il y a aussi de ça en France, c'est qu'on aime bien toujours un peu railler. Et puis effectivement, c'est compliqué de rivaliser avec Barack Obama quand il fait des paniers de basket. Je résiste pas, Samuel. On peut mettre juste la petite musique de Question pour un champion, parce que j'ai envie d'un 4 à la suite sur la Ve République, sur les présidents de la République, avec Alain Duhamel. Va-t-il répondre à ces questions sur la 5e? C'est à vous, Samuel. Je peux vous dire que ce sont des questions que, pour tout un chacun, elles sont difficiles. Pour vous, elles sont trop faciles, Alain. Pas forcément. Et ça me permet de dire toute l'admiration que j'ai pour vous, parce que vous êtes une des personnes qui m'ont donné envie de faire du journalisme. Première question, Alain Duhamel. Quel président a été agrégé de lettres avant d'être chef de l'État? Pompidou. Pour vous, voilà, un point. Quel est le seul président de la République à ce jour à avoir visité tous les départements français, à votre avis? Je dirais Mitterrand. Non. Chirac. C'est le général de Gaulle. C'est le général de Gaulle. Oui. Troisième question. C'est vrai qu'il allait régulièrement en province et qu'il est resté 10 ans. Alors ça, je ne le savais pas, mais Laurent, je suis sûr que Alain Duhamel le sait. Quel président dans sa jeunesse s'est fiancé
avec une jeune américaine de Caroline du Sud. Oh bah, c'est Chirac. Chirac. Vous saviez ça, je ne connaissais pas ce... Non, mais vous pouviez vous en passer. Et dernière question, on a déjà 3 points. Hein. Au terme de leur mandat, combien de présidents ont été réélus hors cohabitation? Hors cohabitation. Oui. Combien ont été réélus hors cohabitation? Au terme de leur mandat, combien personne. de présidents? Personne. Oui, exactement, Aucun. la réponse c'est Zéro. Et d'ailleurs, ça n'est pas possible. Mais non, C'est trop dur. C'est trop compliqué. Celui-là, le dernier, celui qui est effectivement en poste, est-ce que quelque chose pourrait l'empêcher de se représenter? Désormais, tout est possible. À un an, donc aujourd'hui. oui, à un an, on ne peut pas jurer. D'ailleurs, dans mon livre, Rien je n'est écrit. l'explique que ça n'est pas écrit, qu'on ne sait pas. Évidemment, c'est probable qu'il va se représenter, bien entendu, mais on ne peut dire ni qu'on est sûr qu'il va se représenter, ni encore plus qu'on est sûr qu'il sera réélu. On n'en sait rien. Parce que je crois que dans un an et quelques mois, enfin dans 15 mois en réalité, il y aura 2 sentiments qui nous domineront, qui seront la peur et la colère. Et le tout est de savoir ce qui l'emportera de la peur et de la colère. Il y en a un qui jouerait en sa faveur et pas l'autre. Vous restez avec nous, Alain. On continue. Ils réagissent. Ils réagissent énormément et puis alors, ils sont très intéressés parce que c'est un public qui est très friand des coulisses, pas seulement sur le côté coulisses, anecdotique, non. En fait, je crois que, vous savez, les journalistes ont plutôt une mauvaise image des Français, comme les hommes politiques, vous en parliez tout à l'heure. Je crois que pour partie, il y a du malentendu. Pour partie, nous, les journalistes avons mal expliqué comment on travaillait. Donc on a besoin de montrer et d'être plus proche, plus transparent. Oui, d'expliquer la rigueur, d'expliquer la vérification des sources, tout ça. Et c'est pour ça que ça les intéresse beaucoup et qu'ils réagissent énormément. L'heure de retrouver notre dernier invité. Le couple Montand-Signoret fait la une du supplément du Parisien ce week-end. Il leur consacre un livre témoignage. Lui, son petit-fils, le petit-fils de Simone Signoret, il devait être avec nous, mais il est ce soir en duplex. Bonsoir Benjamin Castaldi. Bonsoir Benjamin, merci d'être avec nous. D'abord, alors si vous n'êtes pas avec nous, c'est que vous êtes cas contact, tout simplement. Eh oui, je suis très contact puisque mon fils a attrapé le Covid au lycée. Donc forcément, je suis assigné à résidence pendant quelques jours pour ne pas risquer de contaminer les autres. Voilà. Vous publiez « Je vous ai tant aimé » aux éditions du Rocher. C'est un très beau livre. D'abord, vous avez conscience qu'il y a pas mal de Français qui ignorent peut-être que vous êtes le petit-fils de Simone Signoret? Une génération. Ça, c'est possible, mais c'est une génération, mais c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire ce livre, parce que je trouvais que le couple mythique, incroyable, qu'ils ont été tous les deux, était un peu oublié. C'est vrai que si vous posez la question à des mômes de 30 ans, qui est Simone Signoret, peut-être qu'il y en a 1 ou 2 sur 10 qui va vous dire qui elle était, Montand un peu plus, parce qu'il a des films qui passent encore à la télévision, mais ma grand-mère un peu moins, oui, beaucoup moins même. L'une des clés de cette histoire que l'on découvre, c'est que finalement, Simone Signoret, pour vous, elle a été avant tout, et avant d'être Simone Signoret, elle a été Mémé. Ça a été votre grand-mère, tout simplement. Et elle l'a joué aussi de cela. Elle a voulu être avant tout votre grand-mère et surtout pas Signoret. C'était une coquetterie. Elle adorait se faire appeler Mémé. Et c'est vrai que moi, j'ai pas forcément pris conscience qui était Simone Signoret avant qu'elle nous quitte. Et c'est vrai que quand je fais ce chemin qui m'emmène à Auteuil, j'écoute la radio et je dis, bon Dieu, mais je suis passé à côté de tout ça, de quasiment d'un demi-siècle d'histoire, de tous ces engagements, de toutes ces récompenses, de tous ces films. Et je me suis dit, mince, t'as vraiment raté quelque chose, quoi. Donc, c'est un long cheminement. Et avec Fred Massot, on a fait un super travail de recherche, on a revu des kilomètres d'interviews parce qu'elle a fait beaucoup d'interviews et du coup j'ai rattrapé un petit peu le temps perdu. On découvre beaucoup de moments de tendresse, notamment dans cette maison d'Auteuil en Normandie. C'est l'heure de l'instant archive. On va écouter, vous allez le voir, Simone Signoret chez Bernard Pivot, la littérature, l'écriture, qui était probablement justement l'un de ses plus grands plaisirs, notamment dans la deuxième partie de sa vie. On l'écoute. Je ne crois pas trahir un secret en disant que si votre talent d'écrivain a beaucoup augmenté au fil des années, votre vue a baissé. Alors comment fait-on quand on écrit un livre de 600 pages et que les yeux vous lâchent? Eh bien, on a du mal. On a beaucoup de mal. Non, écoutez, on va pas faire un numéro là-dessus parce que... Non, mais... Je vous vois très bien, là, vous voyez, vous avez votre main comme ça, là, vous avez votre main... Ah oui, qu'est-ce qu'il faut que je me mette comme ça? Non, je vois. J'ai du mal à... Il y a une chose qui est très dérangeante, effectivement, c'est que j'ai les yeux, mais pas tout à fait en face des trous. C'est-à-dire que je vois bien autour, mais je ne vois pas au centre. Et alors, pour la lecture, c'est effectivement un gros handicap. Benjamin, J'adore. quand vous revoyez ces images,
Ah bah là, c'est vraiment ma grand-mère, parce que quand elle le pique en disant bon, on ne va pas faire des caisses sur le fait que je perde la vue, elle n'a pas du tout envie d'aller sur ce terrain-là, et elle le dit. Et ça, c'était vraiment ma grand-mère. C'était un tempérament incroyable. Et dans toutes ses interviews, à chaque fois, on sent quand elle est un petit peu piquée au vif, quand elle a envie de réagir. J'adore ces images. Puis ça, c'est vraiment ma grand-mère telle que moi, je l'ai connue, parce que Casque d'Or, évidemment, beaucoup moins. Benjamin, justement, dans votre livre, je découvre ces moments de tendresse que vous aviez avec elle et ces moments où vous lui faisiez la lecture. Bah oui, parce que, en fait, quand elle a écrit son dernier roman, Adieu Volodia, comme elle me parlait souvent de littérature et qu'elle était totalement désespérée parce que, à regret, je ne lisais pas grand-chose et surtout pas les grands classiques de la littérature française, elle m'avait demandé de lui lire, après le repas, son roman, à mon avis, pour être sûr que je le lise un peu et surtout pour, je pense qu'elle était très fière de ce roman. Je pense que c'est un peu l'œuvre de sa vie et j'étais très heureux de partager ce moment avec elle. Alain, qu'est-ce qui vous reste de Simone Signoret? Qu'est-ce qu'elle a marqué? Je Et Signoret, la Montand, connaissais le un couple. petit peu, j'ai déjeuné plusieurs fois avec elle. Oui. Et bon, elle se passionnait pour la politique et pour l'histoire. Oui. Et donc, c'était une personnalité qui était en fait très représentative de l'évolution, je dirais, des artistes de qualité, des intellectuels de gauche qui avaient d'abord été fascinés par le communisme, etc. Et puis qui avaient évolué, moins qu'Yves Montand, mais qui avait évolué, qui avait un regard plus critique, mais qui gardait ce qui est quand même l'avantage de la gauche, c'est-à-dire une certaine tendresse. Benjamin, justement, parlons d'Yves Montand, marqué par l'histoire, qui deviendra votre prof pour le bac, vous fera découvrir. Alors, le Concorde, direction les États-Unis, ça, c'était Montand. Plus flamboyant, on va dire un petit peu moins raisonnable que Simone Signoret. Bah, Montand, c'était Montand. C'est-à-dire que Montand, moi, quand j'avais 5 ans, et ça je le raconte, j'ai quand même passé 2 mois et demi aux Bahamas pour assister au tournage du Sauvage. À 5 ans, imaginez le regard d'un môme qui est sur le plateau de cinéma quand on dit action, la maison s'enflamme, coupée et la maison s'éteint. C'est un souvenir totalement indélébile pour moi. Donc c'est vrai que Montand, j'avais conscience que Montand était pour le coup, un artiste, un acteur, parce qu'il était plus inclusif. Moi, j'ai évidemment fouillé dans les tiroirs et les placards pour retrouver les armes du Cercle Rouge, ou alors jouer avec le Police Python 357. Donc forcément, c'était différent. Et puis, quel charisme, quelle classe, quel mec, quoi. C'est quoi ce César sur le piano derrière? Je sais pas, je crois savoir que vous n'avez pas de César, Benjamin. Ah oui. Non, c'est celui de ma grand-mère, c'est celui qu'elle a eu pour La vie de Bonsoir. Il est toujours avec vous? Ah, toujours, oui. Toujours. Bah, chez moi, c'est un peu un mausolée. Il y a beaucoup de photos de mes grands-parents. Qu'est-ce qu'il y a encore aussi en vous, dans la vie de Benjamin Castaldi, avec les choix que vous avez faits, est-ce que Montand vous a légué une sorte de passeport flamboyant aussi dans votre jeunesse? Bah, moi, je pense que ça a été en tous les cas un modèle, une image. C'est vrai que Montand, il était toujours bien habillé, toujours beau gosse. Lui, quand il met un peignoir, c'est parfait. Moi, quand je mets un peignoir, je ressemble à un schtroumpf. Et voilà, c'est la différence entre ceux qui ont un charisme incroyable. Montand, il rentre dans une pièce, c'est un chat, c'est un félin. Il était drôle. Je pense que c'est un des mecs qui m'a fait le plus rire dans ma vie. Donc, Montand, c'était vraiment le mix entre César et Rosalie, entre le grand Isque Griffe et le Sauvage. Il était à la fois solitaire, il partait avant tout le monde, il arrivait après tout le monde. C'est un personnage hors norme, hein. C'est un mec incroyable. Et puis avec ma grand-mère, quel beau couple, quelle belle histoire. Lisez, je vous ai tant aimé, Benjamin Castaldi, c'est passionnant. Et lisez aussi Adieu Volodia, roman chez Fayard. Regardez ce bouquin, il est sur mon bureau depuis quelques années. C'est vraiment très enrichissant. Samuel, ils sont passionnés? Je disais les commentaires. Il y a quelque chose. Les gens qui regardent de très loin les réseaux sociaux ne voient qu'un ramassis de trolls, de haine et de critiques. C'est vrai pour partie, mais c'est très minoritaire. Et en fait, il y a beaucoup de curiosité, d'intelligence aussi de l'autre côté. Et là, je vois par exemple énormément de bienveillance. Les gens ont écouté Benjamin Castaldi et ses mots sur Simone Signoret. Il y a beaucoup de bienveillance et les gens sont très intéressés. Vive la bienveillance. Elle existe aussi sur les réseaux sociaux. Merci Alain Duhamel, Emmanuel Le Hardy. On attendra en plus celui d'après, peut-être pour Emmanuel II ou le prochain président de la République. C'est à suivre. On sera en tout cas au rendez-vous avec vous. Merci Samuel. Merci en tout cas à toute la communauté qui est sur Twitch, qui nous a suivis. On va peut-être leur faire un petit clin d'œil juste après cette émission. Laurent, est-ce que vous allez créer votre chaîne Twitch bientôt ou pas? J'y réfléchis. En tout cas, je vais essayer d'y trouver le temps dans ce petit agenda un peu compliqué. Mais pourquoi pas? En tout cas, pas dans ma cuisine. C'est pas certain que tout le monde apprécie. Avec les 5 enfants, ce sera compliqué. Le coup de cœur et une belle nouvelle. Plusieurs Français nommés au Golden Globe à Hollywood. Le compositeur Alexandre Desplat
Plaza, le comédien Tahar Rahim ou encore le réalisateur Florence Zeller. Le verdict le 28 février. Autre coup de cœur, un livre Sexist Story, enquête et portrait de Loana, symbole et reflet de notre société aux éditions du Seuil, signé Paul Sansfourche. Et puis la série Les aventures du jeune Voltaire. C'est à partir de demain à suivre sur France 2. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir. Tout de suite, le cinéma Green Book. Et on va se quitter avec quelques notes de musique. On n'a pas eu de live ce soir, mais on va se quitter avec Julien Clerc, qui sera notre invité en live justement la semaine prochaine, avec ma préférence. J'adore ce disque. Merci, belle semaine à tous. Portez-vous bien et belle soirée sur France 2. Et à la semaine prochaine. Il y a encore beaucoup de monde, Beaucoup de cœurs. Tous ces cœurs, c'est pour vous, Laurent. Et Alain, il va falloir qu'il s'inscrive effectivement sur Twitch. Parce que ce soir, j'ai compris de quoi il s'agissait. Normalement. Dac, merci à tous. Quelle que soit l'heure à laquelle le soleil se lève, nos fruits et légumes sont livrés chaque jour. Et ça devrait vous plaire. Place à la météo avec Aldi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Cap sur un monde plus responsable en regardant la météo avec Arrêt Fenêtre. Arrêt Fenêtre, fenêtre, porte, volet, portail. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le froid s'est donc installé sur la moitié nord du pays. Il va se généraliser avec des valeurs qui vont descendre localement jusqu'à moins 8 degrés. On va le voir dans quelques instants en matinée. Alors ce matin, vous avez d'ailleurs remarqué quelques flocons en direction du nord et du Pas-de-Calais. Sur le reste du pays, les averses étaient nombreuses. On a eu quelques plages d'éclaircies vers le pourtour méditerranéen avec le vent qui a soufflé jusqu'à 70 km/h. Avec ce retour d'occlusion sur la moitié nord, on retrouvera encore pas mal de grisailles sur une grande partie du pays, arrivée d'une nouvelle perturbation qui va nous apporter quelques pluies très très faibles dans le sud-ouest du pays. On reste toujours en vigilance pour les différents cours d'eau, la Somme, l'Oise, la Marne, la Loire, la Saône ou encore la Charente où on attend un pic pour demain. Les cours d'eau sont encore très élevés. On attend très peu de pluie au cours de la nuit prochaine sous forme d'averses, notamment dans le sud-ouest du pays. On attend quelques flocons également sur la moitié nord, un peu plus présents dans le nord-est du pays et un ciel plus clément autour de la Méditerranée avec le vent qui va souffler jusqu'à 80 km/h. En matinée, attention aux phénomènes glissants vers les Hauts-de-France en direction des Ardennes avec de la neige attendue sur la moitié nord. Donc des averses dans un premier temps avec quelques orages dans le sud-ouest du pays, se décalant au cours de l'après-midi vers le Massif central ou encore autour du golfe du Lion. Et entre les deux, on aura tout de même quelques éclaircies de la Bretagne en direction des Alpes du Nord ou encore vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il va faire froid demain matin. Couvrez-vous, moins 4 degrés du côté de Lille, 0 degrés à Paris ou encore à Rennes. On aura 9 degrés sur la Corse. Et dans l'après-midi, ça ne va pas dégeler du côté de Lille avec moins 3 degrés, moins 1 à Amiens, 2 degrés seulement dans la capitale. On aura 10 degrés à Bordeaux et jusqu'à 16 degrés en direction de la Corse. Les températures vont baisser d'un cran pour les journées de mercredi et de jeudi. On pourrait avoir localement en matinée jusqu'à moins 8 degrés dans l'extrême nord. Mardi, arrivée d'une nouvelle perturbation plus active sur de l'air froid. Conséquence, on attend avec ce contact de la neige dans un premier temps. Les amis, hop, je vais venir vous dire au revoir quand même. Attendez, je reviens sur... est-ce que vous êtes toujours là? Je vous ai abandonné. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Est-ce que le son est là? Voilà. Alors, désolé, je vous ai abandonné. Je vous ai abandonné le temps de faire la petite interview. Je vous avais expliqué, pour ceux qui étaient là tout à l'heure. Ça y est, là, regardez, c'est en train de se terminer. Je vous montre les coulisses. Donc là, tout le monde est en train de se dire au revoir. Hein. La télévision, finalement, c'est quelque chose de très naturel. Donc là, Alain Duhamel est en train de parler avec Laurent Delahousse. Tout le monde est en train de se dire au revoir. Voilà. Toute l'équipe est là. On se filme mutuellement. Voilà. Voilà, c'est la fin de la journée. Hein. Beaucoup de travail pour tous ces gens. Voilà. Laurent, tu veux dire un mot? Je peux être pas trop loin, pas trop près. Faut que je mette mon masque ou pas? Tu crois que ça va? Alors je vous entends bien, je suis très heureux d'être avec vous. On se retrouve sur le plateau comme ça, on vient de vivre cette émission depuis 20 heures, vous m'avez suivi, grâce à Samuel, c'était merveilleux déjà de vous avoir tous comme ça. Je ne sais pas si vous êtes habitués à l'émission ou pas du tout, si finalement vous l'avez peut-être découverte un petit peu ce soir. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un joli moment avec nous. Je sais qu'il y a cette proximité que vous avez maintenant avec Samuel qui... partage ces choses avec vous, cette revue de presse, l'actualité. Peut-être que je vais y réfléchir aussi, parce que c'est effectivement important que l'on retrouve ce lien, parfois, avec toute une nouvelle génération qui finalement s'informe sur des réseaux
et parfois avec des choses qui sont plus ou moins vérifiées. Le journaliste, il a en tout cas cette vocation, avec beaucoup d'humilité, de le faire avec beaucoup d'humilité, mais de vous communiquer l'information, d'être un médiateur et pas un fabricateur d'idées. Voilà, c'est ça que je veux vraiment vous faire passer. J'ai parfois eu une réticence vis-à-vis des réseaux sociaux longtemps à cause de leur agressivité, de leur capacité de créer de la polémique avec pas grand-chose, alors que depuis quelque temps, je trouve qu'un certain nombre d'entre eux met plutôt en avant la bienveillance, qui est plutôt ma marque de fabrique. Donc voilà, ce que je partage d'ailleurs avec Samuel. Donc voilà, je voulais vous faire un petit coucou ce soir, et merci de nous avoir suivis, en tout cas, et je vous souhaite bonne continuation et continuité avec Samuel le matin, parce que lui il se lève très tôt, il court, il fait question pour un champion, et en plus il est sur Twitch, ce qui fait qu'il y a un moment donné, je me demande après quoi court cet homme. Ça pourrait être l'objet d'un futur débat entre moi et lui sur Twitch. On essaiera de se retrouver. Et puis je sais qu'il a fait quelque chose de super aussi avec le docteur Mascret. Il y a eu effectivement ce rendez-vous et ce moment. Donc voilà, il ne faut pas qu'on soit trop près, parce que effectivement, on doit être à 2 mètres. C'est la distanciation sociale, même sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite en tout cas une belle soirée. Et pour les fans de football, de suivre ce match passionnant. Pour les fans de cinéma sur France 2, ou sinon plein d'autres choses, des livres, enfin voilà. Et vous pouvez parler avec les gens qui sont autour de vous à la maison, échanger, prendre du temps pour parler dans le canapé, sans allumer plein de choses autour de vous, même voilà, et laisser juste le petit Twitch en cours, ça peut être chouette, mais bon, je vous embrasse, passez un joli moment et à très bientôt. Voilà Samuel. Alors dans le langage de Twitch, tu es ce qu'on appelle un crack. C'est comme un cheval de course, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu es un très bon. Voilà, je sais qu'ils vont t'appeler comme ça. Je suis très heureux en tout cas d'avoir été avec vous. Et merci. Merci Laurent, tout de suite. Je vais vous dire au revoir. Ceux qui sont restés un petit peu plus, vous avez bien fait, vous avez vu, parce que Laurent est venu nous faire un petit coucou. Voilà, alors pour ceux qui étaient là au début de ce petit stream coulisses du 20h de France 2, je vous dis, ça va être une école de la frustration, vous allez voir. Je vais parler très peu. Voilà, j'ai dit 2-3 petites choses sur Twitch, les choses qui me tenaient à cœur, que c'était un bel endroit avec de la bienveillance, de la curiosité, de l'intelligence, et que les jeunes en France, 18-35 ans pour résumé, sont intéressés par l'actualité, mais peut-être qu'on ne leur propose pas l'actualité comme il le faudrait. Peut-être qu'il faut inventer de nouvelles choses. En tout cas, vous avez vu que Laurent a beaucoup d'intérêt pour tout ça. Donc je ne sais pas si avec la vie qu'il a, le travail, les enfants, il va demain créer une chaîne Twitch. Mais en tout cas, il était très intéressé par ce qu'il a vu. Écoutez, je vais vous remercier. Vraiment d'avoir partagé ça avec moi. Du coup, on a lancé ce stream un petit peu avant 20h, donc du coup, c'était un stream d'1 heure. Voilà, il y a encore beaucoup de questions, je suis désolé. Peut-être, ce que je vous propose, c'est que demain, on va se retrouver dans la matinée Étienne, normalement 9h30, 11h, ouais, c'est ça. Ici, on va lire les journaux ensemble, on va en parler ensemble et on va en débattre et on va en parler de la vie aussi. Peut-être que je pourrais continuer à répondre à vos questions sur ce que vous avez vu ici du 20h, parce que je crois qu'on explique mal notre métier, nous les journalistes. Peut-être qu'il y a des malentendus, peut-être qu'on peut faire un peu plus de pédagogie. Merci encore. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, comme ça vous serez tenu au courant par la notification quand je stream, et puis n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter aussi, puisque c'est là que je donne les infos, à savoir quand je stream, quel jour, quelle heure. Merci pour tous, merci pour la qualité du chat, c'était vraiment un bonheur de voir toutes ces belles choses, et puis merci au modérateur qui était avec nous. Je vous laisse avec un petit peu de musique,